Une fois de plus, nous sommes là ici sur la chaîne de la maman CSS Télévision, canal studio satellitaire. On vous avait promis qu'on allait recevoir pour vous des têtes bien faites de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis avec monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, PCA honoraire à la SNEL, et il est également président d'un grand parti politique CDR. Il est membre de l'Union sacrée. Monsieur Alain Atundu, soyez le bienvenu. Surtout candidat à la députation. Candidat à la députation à la Mongala. À la Mongala, dans le territoire de Bumba, plus exactement. Grand Équateur. Non, Mongala, c'est le petit Équateur. Ok. Ouais, c'est une des provinces issu du démembrement du Grand Équateur. Il y a 4 jours, j'ai reçu sur ces plateaux l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui avait également lancé un message que vous, les grands leaders de Grand Équateur, que vous puissiez vous mettre ensemble, réfléchir, voir comment vous pouvez aider votre province. Vous êtes partant à cette idée? Je crois que, au-delà de nos provinces, nous devons faire revivre l'esprit du Grand Équateur, qui est un esprit d'intégration dans le développement économique et dans l'approche des problèmes politiques. Parce que si le démembrement obéit à certaines gestions modernes, n'est-ce pas, de l'administration publique, l'esprit commun, l'esprit des grands ensembles, c'est cela l'avenir des petites entités. Merci monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Je sais qu'à la maison on m'avait dit Delphin, mais pourquoi vous commencez avec Atundu? Il faut présenter l'autre. Il est grand. Alphabétique. Ambassadeur Atundu, professeur Omeonga. Oui, c'est correct. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence d'un vrai scientifique de notre pays. Il est professeur ordinaire, c'est un grand professeur, je l'ai dit en connaissance des causes. Il est ici avec nous, membre de l'Union sacrée. Professeur Omeonga, vous enseignez à l'université de Kinshasa et aussi vous êtes sollicité un peu partout dans le monde pour aller distribuer le savoir. Professeur, est-ce que vous vous sentez à l'aise d'être à côté de ton frère? Eh oui, heureusement, vous dites que c'est mon frère. Non, mon frère, c'est un grand frère aussi. Et deuxième chose, ce qui fait un peu la différence, il est candidat, mais moi, je ne suis pas candidat. Mais ce qui est vrai que nous sommes dans la grande famille, on s'est connus depuis très longtemps et que je crois qu'on va partager les savoirs, comme je l'ai dit, ensemble. Nous ne sommes pas là pour au moins mener des polémiques, mais pour contribuer à l'émergence de notre pays, notre nation. Ce qui nous intéresse tous, c'est la nation qui l'émergence. S'il y a des problèmes, il y a moyen de contribuer, une contribution. Ce qui est important actuellement, c'est le message à contribuer pour que les décideurs politiques prennent en considération et essayer d'améliorer les choses. Pourquoi vous n'avez pas voulu postuler? Parce qu'apparemment, tout le monde s'élance dans la campagne, ils veulent devenir député sénateur. C'est parce que vous n'êtes plus consommable ou parce que vous ne croyez pas à ces processus électoraux? Non, comment on ne peut pas croire à quelque chose qui est bien préparé? Parce que les élections, on ne les prépare pas un jour. Je crois que c'était quelque chose qui est constitutionnel. On devait se préparer à conséquence. Mais c'est quand même un choix personnel. J'ai pensé, comme vous n'avez pas été au bout de ma présentation, je suis professeur, mais actuellement, je suis quand même dans un parti politique qui est le président... PSDV. Président honorable Chio Kitundu, et je pense sénateur qui est candidat à Lombaville, au Sankourou, et aussi à Lusambre, chef-lieu. Je pense que, comme il a dit, le Sankourou, vous le savez très bien, bien que la bataille est de là-bas, mais on sait très bien par expérience, et le Sankourou, c'est une province qui est au centre de la RDC, qui a une histoire. Il a le poids de l'histoire. C'est une province qui est un trésor qui cache autant de matières stratégiques, matières premières là-bas. Et puis des deux, il a une histoire politique. Tout le monde sait que notre leader qui était avant, le patricien Emerson Lumumba, est originaire. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas par question
protester ou contester le processus électoral, mais c'est un choix personnel de soutenir d'abord les chefs, l'honorable Cheo Kitundu, et puis deux, je crois qu'il faut parfois aussi observer. J'observe. C'est un des grands frères sera député, et je l'espère, et nous verrons ensemble. Il ne va pas oublier le professeur Omiron et son petit frère. alors, avec vous, on va décrypter les grands sujets d'actualité et les sujets majeurs qui concernent également la nation. Et aussi, à la fin, vous allez proposer pour donner quand même les pistes et des solutions par rapport aux problèmes qui sont en train de guetter la République démocratique du Congo, parce que vous avez tellement l'expérience. Vous pouvez aider la nouvelle génération aujourd'hui. Ces mixages va faire en sorte que la RDC puisse aller de l'avant. Je commence avec vous, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Une question de curiosité. La nouvelle énergie aujourd'hui dans la classe politique, cette nouvelle énergie pense qu'elle est capable seule à relever les défis. Une erreur ou soit manque de vision. Vous avez parlé de nouvelle énergie ou génération? La nouvelle énergie. La nouvelle énergie. Énergie. Je n'ai pas voulu parler de la génération parce que la notion de la génération, c'est compliqué. L'énergie est incorporelle. Ok. Donc je voudrais savoir quel est le contenu de cette énergie nouvelle. La nouvelle classe politique. C'est différent. Ça, c'est le corpus. Voilà, qui enferme cette énergie. Eh bien, la nouvelle classe politique, effectivement, pense un peu partout au Congo qu'il faut donner de la chance. Il faut leur donner la chance et, si possible, évacuer tous les anciens. Mais je ne sais pas si c'est une approche réaliste. D'abord, parce que dans la vie politique, il n'y a pas de génération spontanée. Là, celui qui naît après est toujours le fruit de celui qui l'a dévancé. Donc, sur le plan génétique, il y aura des qualités et des défauts dont il va hériter. Et donc, si la nouvelle génération pense ainsi, elle oublie qu'elle a en gène nos défauts et nos qualités. Donc, il faut absolument qu'il y ait la continuité de l'État et la continuité de la pensée politique nationale. Ça, c'est aujourd'hui, tout le monde voudrait savoir, mais comment était Kasavubu? Les gens qui connaissaient Kasavubu doivent nous enrichir. Comment était Mobutu? Les gens qui connaissaient Mobutu. Mouzé, les gens qui connaissaient Mouzé. Joseph Kabila, les gens qui l'ont connu. Tshisekedi, les gens qui le connaissent. Donc, nous avons plus intérêt à associer nos intelligences, ou comme vous dites, nos énergies, pour relever le défi commun. Le défi commun, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'intégrité du territoire, c'est la souveraineté internationale, nationale, c'est le développement, c'est l'amélioration de la condition sociale de nos concitoyens et offrir un avenir d'espoir et d'espérance à la nouvelle génération. Alors, professeur Omeunga, pensez-vous que la rupture est nécessaire pour que la RDC aille de l'avant avec la nouvelle classe politique? Bon, je pense que sans toutefois balancer dans les débats, mais je vais d'abord donner raison à l'ambassadeur Atundu, parce que dans notre espace académique là-bas, c'est un espace initiatique. Et je crois qu'aussi, mais dans l'espace politique, c'est un espace initiatique. C'est-à-dire qu'il y a des partants, il y a des gens qui ont fait quelque chose, il y a des autres que nous devons amener à faire quelque chose. Donc on ne peut pas faire disparaître les gens qui ont fait quelque chose, qui pouvaient dire attention, il y a ça, je me suis courbé ici, mon jeune frère, attention ici. Donc on ne peut pas dire la rupture totale. Et par expérience et partout au monde, les gens qui ont essayé cette approche de faire disparaître les gens qui ont passé avant ont toujours eu tort et les résultats ont été toujours calamiteux. C'est comme il a dit, il faut, par exemple, notre espace académique, on associe
les émérites, les professeurs émérites. Ils sont toujours là, ils sont consultants, bien qu'ils ne donnent plus cours. Il y a des professeurs ordinaires comme nous, qui sont au sommet, mais qui sont là et qui sont des conseillers. Et nous faisons tout pour la relève, pour les associés et les professeurs full. Donc, on ne peut pas dire que les ordinaires coupés, les émérites ne savent plus rien, et seulement les P et les PA qui connaissent quelque chose. La dynamique n'est pas nécessairement l'expérience. On peut être dynamique, mais sans avoir une expérience. L'expérience, c'est quoi? Ce sont des acquis par histoire, ces choses qu'on a connues et qu'on a quelque chose à dire. Raison pour laquelle il a fait référence. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent maintenant à Lumumba, les gens qui se réfèrent à Kasavubu, les gens qui se réfèrent à Mobutu, les gens qui se réfèrent à Mosé Laurent Désiré Kabila et à Joseph Kabila et à Papa Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins de l'histoire. Non, c'est les témoins de l'histoire. C'est pourquoi on dit, pour terminer, les principes importants, le poids de l'histoire est nécessaire pour la construction de quelque chose, d'un système. Le poids de l'histoire, c'est-à-dire le poids de l'histoire, on se réfère à l'histoire, à l'esprit, à l'expérience, aux acquis. Alors, donc, la rupture ne peut pas une bonne approche pour moi, diriger un système politique. Alors, il faut qu'il y ait le mélange. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, parce que quand j'annonçais que j'allais vous recevoir, il y a autant de jeunes, le président de partis politiques, les Congolais de la diaspora, ils ont voulu savoir, vous reprochez de quoi? Vous, les anciens, aujourd'hui, vous avez encore des choses à donner. Est-ce que vous reprochez de quelque chose, 63 ans après, ce que vous pouvez faire pour les Congos que vous n'avez pas fait? Je repose la question. Qui ne se reproche de rien? Tout le monde a quelque chose à se reprocher, parce que nous sommes des êtres humains fondamentalement imparfaits, mais perfectibles. Okay. Donc, globalement, ce que je fais, moi, personnellement, en 50 ans de vie publique et politique, eh bien, c'est positif. Okay. C'est même la raison pour laquelle je bénéficie d'autant de considération, merci pour cela, de la part de la classe politique, des gens qui m'ont précédé et des gens qui viennent après moi et de mes congénères. Donc, aujourd'hui, parlons de l'avenir. Okay. Parce que si vous m'amenez à parler du passé, je serais tenté à faire un pro-domo pour me justifier. Si Mobutu n'a pas réussi, c'est parce qu'il ne m'a pas suivi. S'il a réussi, c'est parce que je dis cela. Ce n'est pas ça l'avenir du Congo. L'avenir du Congo, c'est la connaissance de l'histoire pour bien baliser l'avenir et marcher avec assurance et sérénité. Comme pour emprunter l'expression du professeur, mais je le dirais en latin, Historia Magister Vitae, c'est-à-dire c'est l'histoire qui nous enseigne de la vie. C'est l'histoire, comme il a dit. Il faut se référer à l'histoire pour comprendre l'avenir. Comme disait, je crois, le général, celui qui s'occupait de service national, eh bien, d'où venons-nous? Mais c'est une question fondamentale. Vous venez d'où et vous allez où? Ça, c'est une question fondamentale. Le général Kaloumé, j'avais oublié son nom. Et donc, aujourd'hui, moi, il y a eu des choses que j'ai réussies, il y a eu des choses que je n'ai pas réussies, mais aujourd'hui, je suis animé de la même volonté, j'allais dire de la même illusion qu'il y a 60 ans, d'avoir quelque chose à apporter dans mon pays pour le changement de celui-ci. Alors, professeur Omeonga, avant d'aller vraiment aux questions d'actualité, c'est important, Soufré, que je vous pose ces questions parce que vous avez des monuments, des bibliothèques. Est-ce l'homme congolais est conscient de l'enjeu du Congo pour l'intérêt de l'Afrique? Oui, avant de répondre à votre question, je peux d'abord abonder moi une minute sur ça. Ça dit que c'est le problème, c'est que nous faisons beaucoup de choses pour rester dans l'histoire. Moi, le professeur Omoyonga, je ne sais pas combien de cadres j'ai formés, des milliers.
Je ne passe plus nulle part où on ne peut pas dire bonjour prof. Ça c'est vrai, quand j'ai mis vos vidéos dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui m'appellent de partout, mon professeur. Ainsi voilà, les gens qui disent bonjour professeur, bonjour maître, parce que j'ai formé aussi des homologues, des professeurs comme moi pour l'avenir. Mais toutefois, ils m'appellent maître parce qu'ils ont besoin de moi. C'est pour vous dire les deux choses, la relève et les gens qui partent ont encore besoin de construire quelque chose. Donc c'est pour vous dire que nous disons, pour répondre à votre question, nous enseignons et nous formons les cadres de demain avec cet enjeu-là, de montrer que le pays, c'est un espace. Le cours que je donne de géostratégie, c'est pour vous montrer l'importance de l'espace dans la production politique. Comment on peut exploiter l'espace pour des fins militaires, comment on peut exploiter l'espace pour des fins politiques, comment on peut exploiter l'espace pour des fins culturelles. Donc, cet enjeu, notre pays, nous disons aux enfants de le protéger par l'intelligence, par tout le moyen. Mais c'est pour vous dire que ces jeunes que vous appelez, il faut couper fait la rupture, on a vu que dans plusieurs ailleurs, qu'on a confié seulement à la dynamique de la jeunesse. En France, par exemple, Macron l'a dit que c'était le président le plus jeune. Mais il y a des problèmes actuellement, vous le savez très bien, non? Pourquoi? Parce qu'il a fait fi aux gens, aux Hollande, aux présidents anciens, ça les consulter et ça lui amène à des problèmes. Pour vous dire que non, cette histoire de rupture et danger, c'est important, nous le disons, que nous préparons nos jeunes gens par rapport à l'âge qui représente notre pays. Notre pays, on le sait très bien, on ne peut pas parler de tous les déterminants géopolitiques de notre pays ici, parce que les gens le savent. Ça nous amène des problèmes, mais il faut se préparer à la conséquence. Merci. Alors, M. Aléa Toundou, je précise que vous étiez l'ancien patron de l'ANER, de la République démocratique. Aussi. Voilà, aussi. Aussi de l'ANER. Parce que les Congo, 63 ans après, avec tout ce que nous avons comme potentialité, richesse, mais il y a un problème. Le Congo est convoité par des voisins, par la communauté internationale. Monsieur Aléa Toundou, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo soit sécurisé? Est-ce ces problèmes d'infiltration? Il n'y a pas une solution? D'abord, c'est dans la nature des choses que le Congo soit envié. Donc, nous ne pouvons pas empêcher à tous les pays qui regardent jalousement nos richesses de nous envier et de chercher le moyen de grappiller par-ci par-là. Alors c'est à nous de nous protéger. La meilleure protection, c'est la conscience nationale et nationaliste. Conscience nationale et nationaliste. Le patriotisme. Parce que le meilleur protecteur de la terre, c'est l'homme qui doit mettre son génie. Si vous avez même les armes les plus modernes et que vous avez des utilisateurs corrompus, eh bien, ils ne tireront pas. Ils vont laisser entrer les ennemis. Donc aujourd'hui, je crois que le président a raison d'insister aussi sur le patriotisme parce que notre salut doit provenir de cela. La conscience nationale, nationaliste et le patriotisme. Tout le reste, ce sont des modalités pratiques. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour assurer efficacement la protection, par exemple, à l'Est? Eh bien, si tout le monde avait déjà une belle conscience nationale, je crois qu'il ne survivrait pas aussi longtemps. Je m'en voudrais pour exemple. Les troupes rwandaises sont arrivées jusque dans Kinshasa. C'est vrai ça? Oui. Jusqu'à Tchangou. Eh bien, avez-vous entendu, depuis lors, qu'il y a un maquis qui vous empêche d'aller en Djili parce qu'à certaines heures, les troupes rwandaises sortent? Parce que le milieu est hostile à la présence. Alors, si cela prospère à l'Est, il faut se poser la question s'il n'y a pas de complicité interne chez nous. C'est la meilleure question d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret, puisque le M23 est là, en tant que bras séculier du Rwanda. Alors,
il faut rester vigilant, ce qui est important. Il faut qu'il y ait conscience nationale, il faut qu'il y ait l'amour de la patrie. Mais professeur Omeunga, vous parlez de l'amour de la patrie, conscience nationale, c'est bien bon. Est-ce le peuple congolais est préparé à cela? Oui, mais la première chose, c'est ce que je disais ici, il faut comprendre, montrer à tous les Congolais l'enjeu de notre espace national. Notre espace national égorge autant de matières stratégiques et cela nous amène des problèmes. Raison pour laquelle, parce que c'est le président que j'étais un peu proche, c'est Laurent Désiré Kabila, en arrivant Mouzé, parce que nous avons installé la MONUC. Et ce que nous disait à tout moment, qu'il faut faire attention avec notre espace. Et la première chose, il a préparé les gens moralement, comme il est dit, idéologiquement, pour cette protection de notre espace. Okay. La preuve en est qu'il a dit un exemple très, très, très beau. Quand il y a eu des filtrations des Rwandais à Tchangou, ce n'est pas l'institution militaire qui a vaincu ces gens-là. Ce sont les civils, les habitants, le peuple, les habitants, les civils de Tchangou qui a eu la conscience de protéger cet espace, qui ont battu ces gens avec des machettes, avec des houes, avec des bâtons. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'importance de ces sentiments nationalistes, comme il a dit, la première chose. Deuxième chose, il faut aussi organiser cette conscience, il faut la provoquer, il faut l'organiser. La stimuler. La stimuler, cette conscience nationale. Et ça, il y a des ingrédients, il y a des facteurs pour au moins qu'il y ait la mobilisation nationale. C'est-à-dire qu'il faut lutter par rapport à certains facteurs. Par exemple, l'injustice. Parce qu'un militaire qui va se battre, il doit comprendre que sa famille est en sécurité. Vous parlez de l'injustice sociale? Oui, exactement. Okay. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que quelqu'un qui se bat se considère comme isolé par rapport aux autres qui gagnent plus, alors que lui, il est en train de faire des sacrifices suprêmes. Deuxième chose, il faut qu'il y ait la protection de l'arrière-garde. Un militaire qui est au fond doit savoir que sa famille est dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Il appelle sa femme. Sa femme, il dit oui, nous avons mangé le matin. Et les enfants, il dit ils sont partis à l'école. Il ne sait pas, parce qu'il sait très bien, même en mourant pour la patrie, la génération, les gens qui restent sont là-bas. Donc il y a plusieurs facteurs pour cette conscience. Et ce qu'il a dit, et Mouzé le disait souvent, la mobilisation de toutes les forces vives, matérielles et affectives, c'est important pour gagner. Et là, l'armement psychologique, ce qui manque parfois à l'Est, parce que il faut les motiver, il faut conscientiser, il faut montrer que cette histoire, c'est pour nous. Et je suis très content, par exemple, pour terminer par là, je suis qu'il y a des choses que nous voyons, par exemple, qu'à l'Est, même s'il y a la division, même à Kinshasa, mais parfois, on est un peu à communion pour au moins protéger notre espace. Parce qu'aujourd'hui, si, je ne sais pas, il y a des gens, ça ne manque pas, pour qu'on parle de la balkanisation et dire oui, oui, nous voulons. Parce que ce qui nous a réunis là-bas, c'est cet espace. Je crois que c'est question de préparer, améliorer cette conscience nationale, la provoquer par des mesures politiques et sécuritaires aussi. Alors, parce que vous voyez, par exemple, les gens, l'armée, sans les services des renseignements, c'est une armée qui se bat comme des aveugles. L'armée sont les services des renseignements, c'est-à-dire que les services des renseignements civils et militaires, ce sont les yeux et les oreilles de militaires. Est-ce que l'ANER aujourd'hui travaille? Parce que l'ANER d'aujourd'hui, il semble que cette ANER est là seulement pour suivre des journalistes. Qu'est-ce que tu avais dit? Mais du moment que l'ANER est censé aussi vraiment avoir des stratégies. Monsieur Ali Atundu, je ne sais pas si vous allez dire le contraire, mais Monsieur Reagan, la photo de soldats, j'aimerais bien avoir une photo des soldats ici. Monsieur l'ambassadeur Ali Atundu, vous avez dit, il faut une conscience nationale. Nous voulons bien que les choses changent. Nous avons le M23 à l'Est qui sont en train de nous terrasser. Mais Mouzé avait parlé de, je ne sais pas si c'est Mouzé ou Tshisekedi, prenez-vous en charge. C'est Mouzé. Mouzé. Aujourd'hui, nous avons le Ouazalendo, un scientifique, un vertébré dans la politique. Il y a ceux, les opposants, qui pensent que c'est une bombe qui est entre les mains du régime Tshisekedi. On ne peut pas donner
le civil les armes et les laisser se battre comme ça, est-ce un danger? Bon, d'abord, je voudrais dire que nous avons déjà un cas de jurisprudence que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont les civils de Tchangou qui ont aidé les militaires à chasser les Rwandais et les militaires sont venus récupérer. C'est-à-dire que ces civils-là n'ont pas mis en cause l'autorité de l'État. Eh bien, le Wazalengo, c'est une version locale de ces habitants de Tchangou. Version locale. Le Wazalengo, version locale. C'est aléatoire. Des résistants de Tchangou. Eh bien, pourvu qu'ils ne mettent pas en cause l'autorité de l'État, eh bien, ils doivent s'associer à nos troupes pour chasser l'agresseur. Ça, c'est vrai ici chez nous. Ça, c'était vrai avec De Gaulle durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est vrai en Chine, lorsque les Japonais sont entrés, Mao et Chiang Kai-shek ont mis leurs divergences de côté et ils ont pris tous les combattants pour combattre l'ennemi commun. Il faut d'abord libérer le territoire national pour que la démocratie s'exprime avec une certaine sérénité et soit porteuse d'espoir. Alors, le professeur Omonga, parce que le Wazalendo, ils ont pris les armes, ils ont la bénédiction du gouvernement, parce que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui ne condamne pas trop les civils qui ont les armes. Hein, il y a un soubassement constitutionnel. Ok. Je ne connais plus l'article. L'article 63. 63, n'est-ce pas, qui fait obligation à chacun de se porter volontaire. Eh bien, chacun se porte volontaire. En tuant les gens, Est-ce que la communauté internationale... Non. La guerre, c'est l'industrie de la mort et des handicapés. La guerre, c'est? La guerre, c'est une industrie pour tuer les gens, les ennemis, et réciproquement. Donc, on ne peut pas faire une guerre, j'allais dire, propre et naïve. Vous marchez... jusqu'à Kigali, personne ne va vous inquiéter. La guerre, c'est l'industrie de la mort et des handicapés. Ça, c'est Alain Tundu. Alors, professeur Omeonga, j'étais avec les opposants ici, ils m'ont dit, tout ça, c'est l'incompétence du régime Tshisekedi. Je parle du régime Tshisekedi. Tout ça, c'est la têtitesse du régime. Parce que les opposants, à l'époque, les opposants disaient, il ne faut pas aller chercher l'armée régionale. Nous-mêmes, on pouvait chasser les Rwandais. Kabila l'a fait en 2013, il avait chassé le M23. Mais vous, l'Union sacrée, parce que vous êtes dans l'Union sacrée, vous avez entretenu cette guerre. Aujourd'hui, la République paye les prix par rapport à vos erreurs. Non, mais je veux d'abord relier ce que dit l'ambassadeur sur le plan scientifique aussi. Vous complétez trop. Tout à fait. Non, parce que moi, je suis professeur de cours de géostratégie. Et c'est un vieux principe de séparer l'institution militaire et l'institution civile. Actuellement, il n'y a plus de démarcation en cas de guerre. C'est-à-dire maintenant, en cas de guerre, l'institution civile, ce qu'on appelle la défense civile, peut porter main forte à l'institution militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une violation. Non, mais je vous dis le principe des guerres actuelles. Ça, ce n'est pas quelque chose de la rue, ça c'est scientifique. Je ne peux pas étaler tous les principes des scientifiques de géostratégie ici parce qu'il y a des fondamentaux de la géostratégie, comment faire une guerre. C'est pourquoi je te dis, il n'y a plus de cette démarcation où on est en train de suivre un militaire et un civil dit que ça, ce n'est pas mon affaire. Non, c'est déjà dépassé. L'espace est protégé par les militaires et les civils. C'est que c'est pas à l'Est. Vous avez dit qu'il y a soubassement constitutionnel, mais c'est un principe de guerre actuel, récent maintenant là. Donc les Wazalendo ont droit, parce que vous voulez parler de la communauté internationale, nulle part, et vous savez, c'est ça, ce que disait Mouzé, nulle part la communauté internationale interdit la légitime défense. Partout, regardez dans tous les ouvrages.
Il n'y a rien. Mais la minoritaire, quand on a, s'il vous plaît, la minoritaire de ce peuple-là qui se dit plutôt des Banyamulenge et autres, parce que j'ai suivi les piètres là d'Ngoma en disant que par rapport à notre beauté, notre morphologie, les Congolais ne nous aiment pas trop du moment qu'on est Congolais. Tout ça, est-ce que... Non, Delphine ne m'amène pas d'abord à des dispersions, des choses comme ça. Je vous amène sous certains principes. Parce que vous avez dit que nous amène des contributions. C'est des principes. Non, ce qui se passe à l'Est, c'est constitutionnel, et des deux, ce sont des principes de guerre. Et la communauté internationale n'interdit jamais la légitime défense. Quand les gens, les M23, violaient les territoires congolais avec des Rwandais, il fallait le faire sortir dehors du territoire par tous les moyens, malheureusement, parce qu'on ne peut pas, sur le plan diplomatique, négocier quand l'ennemi est devant la porte. Parce qu'on est dans une position de faiblesse. Il faut d'abord les mettre en dehors et vous mettez sur une table. C'est pourquoi, pour l'instant, c'est pour vous avez dit. Deuxième chose, j'ai toujours dit ça clairement sur le plan scientifique. Est-ce que le choix, parce qu'avec Mouzé, et je l'ai dit, j'avais tweeté plusieurs fois, qu'il ne faut jamais accepter cette histoire des zones tampons. Zones tampons avec les SC. Oui, j'ai dit plusieurs fois, malheureusement. C'était une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur, je l'ai dit. Et je l'accepte, je l'assume scientifiquement. Parce que nous l'avons connu avec Mouzé, et que comme nous n'avons pas fait les zones tampons, on ne peut pas comprendre dans un État souverain qu'il y a des endroits où les militaires nationaux ne peuvent pas arriver. C'est par exemple, inacceptable sur le plan d'honneur et de conscience. Inacceptable. Mais ce sont des erreurs qu'il faut toujours corriger. C'est pourquoi moi je le dis souvent, si moi j'étais consulté, parce que moi j'étais conseiller aux affaires étrangères, et moi j'étais chargé de la SADC, de l'histoire de l'intégration régionale, et nous avons fait tout pour créer cette confiance entre la RDC et l'Afrique australe. La SADC était mieux que l'AEC dans cette affaire-là. Malheureusement, je crois qu'ils ont corrigé et je pense qu'il faut toujours, j'ai toujours dit, dans ces affaires-là, on ne peut pas dire tout à la télé ici. J'ai toujours parlé des comités scientifiques de défense où nous pouvons, avec l'ambassadeur, parler des choses claires, réalistes, sans toutefois. À la télé, on nous suit partout. À la télé, on nous suit partout. Ce n'est pas à la télé qu'on peut donner des stratégies militaires ici, même si on n'est pas des fantassins, mais nous avons quand même des idées sur les plans stratégiques. Donc vous pouvez aider la République dans des structures confidentielles où on ne peut pas, dans la télé là, on me suit à Kigali, on me suit à Rwanda, on ne me suit pas partout. Comment je peux dire ça? Il y a des gens qui viennent donner des stratégies militaires aussi à la télé. Ce n'est pas acceptable. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, si je comprends le professeur Omeonga, il a bien précisé sur les plans scientifiques, on ne pouvait pas accepter que, ici en République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des militaires, des zones tampons. C'est un danger. Mais c'est déjà fait. Est-ce que ça serait possible sur le plan diplomatique que cette armée régionale puisse quitter le Congo calmement, laisser tout ce que nous avons comme richesse, parce que le président burundais avait dit, quand vous avez l'orange, il faut chercher à bien vous partager ça. Si vous invitez les voisins, vous risquez de perdre ça. Non, je voudrais que vous compreniez exactement la pensée du professeur Omeonga. Il est inacceptable, effectivement, qu'il y ait un territoire tampon à l'intérieur du pays. C'est inacceptable. Mais en tout état de cause, depuis la MONUSCO, aujourd'hui la SADC, il y a toujours un no man's land. En fait, c'est comme un couloir pour les civils. Mais en réalité, le Congo ne peut pas accepter. Mais comme c'est le fait de nos alliances, de nos traités, eh bien, voilà pourquoi, aujourd'hui, les Congolais font tout pour que la MONUSCO parte le plus vite, pour que la SADC parte, pour que la CAC parte, afin que nous soyons
seuls à faire face à nos responsabilités. Est-ce que nous avons une armée capable à défendre nos territoires? Parce qu'il semble que nous n'avons pas assez une armée... Qu'est-ce que c'est qu'une armée capable? C'est une armée aguerrie. Eh bien, depuis tout le temps qu'on fait cette guerre, au moins 20 ans, eh bien, nos troupes sont aguerries. Et la preuve, c'est qu'ils ne sont pas en débandade à l'Est. Même si la situation est stabilisée et précaire, mais ils ne sont pas en débandade. Ils prennent même de temps en temps l'initiative. Mais maintenant, comme l'a dit le professeur, on ne peut pas tout exposer ici. On ne peut pas tout exposer ici. Les stratégies des guerres, les tactiques, les leurres qu'il faut faire, etc. On ne peut pas tout exposer ici. Alors, monsieur Reagan... Mais je voudrais saisir cette occasion pour éviter un malentendu. Ok. Parce que les gens disent pourquoi la SADC est là, pourquoi la MONUSCO est là, pourquoi la CAC est là. Nous faisons partie d'une communauté. Il est normal que les membres de cette communauté cherchent, ou bien que cette communauté dans son ensemble cherche à éviter des confrontations entre les membres. Ça, c'est normal. Si la SADC intervient, c'est à cela. Mais nous, les Congolais, nous devons savoir que l'ONU, la SADC et toutes les organisations régionales dont nous faisons membres avec les belligérants ne peuvent pas se retourner contre un autre membre. Donc, ils vont créer des États tampons pour favoriser un certain dialogue positif. Mais certains Congolais doutent de la sincérité de cette communauté. Ceci ne nous enlève pas le droit de protéger notre territoire et de l'évacuer. Comme disent les généraux et stratèges israéliens, eh bien, aucun traité ne peut enlever à l'État d'Israël le droit de se défendre. Eh bien, ici, chez nous, aucun traité, aucune organisation ne peut enlever au Congo le droit de se défendre. Si nous avons de quoi à faire guerre, les armes, les munitions possibles, on peut, mais si on n'a rien, il faut toujours aller chapeau bas. Alors, professeur Omeonga, je vais revenir vers vous, monsieur Aléa Toundou. La photo de monsieur Edi Kapen, s'il vous plaît, parce que c'est important. Il y a eu les récentes nominations, mais les gens m'ont appelé pour me dire, le chef a même reçu des militaires, ils ont mangé ensemble, ils ont renouvelé leur loyauté au chef de l'État. Et sur base de menaces de M. John Numbi, et on a bougé dans l'armée, on a nommé Edi Kapen, qui est un Katangé. Pensez-vous qu'un fugitif peut intimider toute une nation, un État, comme John Numbi vient de le faire? Non, mais je crois que ce qu'on a discuté un peu une minute là, pour l'histoire des Vasalines là, je crois que honnêtement, parce qu'on ne peut pas dire ça à la télé, mais honnêtement, ça sera une erreur stratégique et d'abandonner ces gens-là par le gouvernement. Ça, je l'ai dit honnêtement en tant que professeur. Okay. Ça sera une erreur stratégique. C'est moi qui l'ai dit, j'assume. Je sais que nous sommes liés à certains traités, nous sommes liés à certains accords, mais ce sont des civils qui se battent pour libérer le pays, la nation. Ici, nous sommes dans un cas où on dit, les Français disaient, que la patrie est en danger. Okay. Quand la patrie est en danger, ça dit on fait lever des masses. Okay. Hommes, femmes, veillards, se mettent debout pour défendre la patrie. Et même enfants. Oui, même enfants. Même enfants. C'est que vous avez dit, prenez tout ce que vous avez. Voilà, il dit des flèches, des choses comme ça. Ça, c'est très important. Et ce serait une erreur fatale si on abandonnait nos frères qui se battent par la conscience, comme il a dit, le patriotisme pour l'espace. Parce qu'ils se battent, c'est pas seulement pour l'équipe, c'est-à-dire que pour que le parti ne soit pas pris par d'autres personnes. C'est ça une erreur stratégique. On ne peut pas dire ça à la télé. Si on m'appelait autre chose, je peux installer toute la science et le principe des guerres. Alors, donc, oui, pour Edi Kapen. Edi Kapen, vous me demandez si... Il a été nommé sous pression parce qu'il y a un fugitif qui a menacé tout un pays, tout un État. Non. Et non. C'est ce que les opposants pensent. Hein. Non, mais je pense... Non, les opposants, il faut comprendre aussi, malheureusement, moi je ne suis pas dans les institutions, les opposants, il faut leur travail, c'est normal, nous sommes dans un espace démocratique.
Mais ce qu'ils disent, il ne faut pas déstabiliser les gens qui sont en train de sécuriser l'espace. Mais apparemment, c'est vrai. C'est juste après la sortie médiatique de John Numbi que le chef de l'État a reçu des généraux, que le chef de l'État a bougé dans l'armée. Est-ce que c'est interdit sur le plan institutionnel ou sur le plan stratégique ou tactique qu'on sait très bien qu'il y a une telle situation qui se passe, parce que je ne veux pas dire tout ici, qu'on prenne quelqu'un, il dit qu'à peine, et on revient, parce que c'est un réversiste. C'est quelqu'un qui a travaillé longtemps, comme il a dit, donc il y a des gens qui ont travaillé, qui connaissent la région, qui connaissent les milieux, qui connaissent les personnes, qui connaissent comment. Et que si les régimes, les institutions trouvent que c'est un monsieur qui est indiqué au moment ici opportun, il n'y a pas de raison. Et on l'a dit, à titre exceptionnel. C'est comme nous avons fait Honoris Causa à l'université de Kinshasa. Mais ça aussi, les gens en parlent. Ce n'est pas ça aussi, c'est une parenthèse. Comme professeur, vous enseignez à l'UNIKIN, vous étiez doyen. Ça aussi, les gens en parlent. Mais pourquoi vous monnayez la science comme ça? Non, s'il vous plaît, les opposants, vous monnayez la science. Vous donnez à un président de la République en fonction qui est censé faire les choses selon la Constitution, vous lui donnez un diplôme de mérite, vous prenez même votre torche sacrée, vous lui donnez. C'est compliqué, ça. Non. S'il vous plaît, avant vous risquez de mêler. Avant que le professeur ne réponde, est-ce que vous savez que Moïse Tshombe était docteur honoris causa? Oui, Tshombe, on l'appelle docteur Tshombe. Honoris causa, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est soit compte tenu de l'éminence de sa position sociale et politique, soit compte tenu de l'idéal qu'il incarne, soit pour donner une récompense, une reconnaissance de la nation à quelqu'un. Vous pouvez être aussi docteur honoris causa. C'est comme le docteur Mukwege. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être prix Nobel de la paix? C'est tout simplement un groupe de gens de l'académie en Suède ont dit non, compte tenu de ce qu'il a fait, il a contribué à la paix et donc nous les donnons. Mais ce n'est pas le seul. Merci. Alors, juste une précision. Une thèse doctorale académique a deux parties. Il y a une partie écrite et il n'a jamais écrit. Vous n'avez pas, il n'a pas écrit. Oui. Ça c'est nous. Et une partie orale. La défense. Mais ici, comme le dit l'ambassadeur Atundu, c'est-à-dire à titre exception de contenu des réalisations faites par quelqu'un à un moment donné. Et on lui donne ce titre-là d'honneur. Honorifique, c'est un symbole, mais ce n'est pas que il est comme moi. On ne veut pas lui donner une charge horaire à l'université. Pourquoi les gens discutent sur certaines choses qui sont claires? On n'a pas dit que le président... Clair selon l'Union sacrée, mais pas clair selon les opposants et d'autres scientifiques. Vous n'allez pas me dire vous n'allez pas dire que dans l'opposition, il n'y a que des gens qui ne sont... Il y a des professeurs à l'opposition. Est-ce qu'on a dit que le président va les donner, prendre une charge horaire pour donner les cours à l'université? Non. Est-ce qu'on l'a vu déjà défendre une thèse de manière de la partie écrite? Diplôme d'honneur parce que là, parce que là fait quoi? Presque 4 ans, vous pensez qu'il y a des choses que le chef de l'État fait qui méritent qu'il soit primé? C'est-à-dire que même sur 100%, et qu'on voit qu'il a fait 75%, 80%, c'est beaucoup par rapport à la décroissance. Non, par rapport à la profondeur de la discussion du pays. S'il fait émerger certaines choses, c'est quelque chose à mériter. Et je vous donne aussi que allez aux affaires étrangères. Il y a des ambassadeurs honorifiques, sans poste. Et on lui donne des passeports diplomatiques pour raison d'honneur. Ils ont travaillé, mais ils n'ont pas été des carrières. Il y en a. Moi, j'ai été là-bas. Pourquoi le problème, c'est que vous aussi, les journalistes, il faut toujours appeler à la télévision les spécialistes en des matières pour éclairer certaines choses. Voilà pourquoi on vous a appelé. Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu, sur le plan scientifique, vous êtes un légaliste, vous maîtrisez bien la politique congolaise, vous avez lu beaucoup. Est-ce un chef de l'État peut nommer un condamné? Parce que M. Edi Kapen, il a été gracié, mais la grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation.
est-ce que ce n'est pas tordre aussi les lois de la République? Non. D'abord, l'acte du président de la République n'est pas un acte arbitraire. C'est la suite logique d'une disposition constitutionnelle. Que dispose la Constitution? Eh bien, la Constitution donne au chef de l'État le droit régalien d'accorder le pardon républicain à tout condamné. Pardon républicain. Pardon républicain. C'est ainsi que, régulièrement, vous entendez, le président a réduit la peine de temps, un tel est sorti, etc. Donc, il est tout à fait dans son rôle, dans sa fonction. Ça, c'est d'abord un. Alors, ce pardon républicain du président de la République se présente sous deux formes. On va résumer sous forme amnistie et sous forme de grâce. L'amnistie enlève la sanction. La grâce enlève la faute. C'est un résumé. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le bénéficiaire de cette mesure retrouve le cursus normal de sa carrière, s'il en a une, comme M. Capen. Le cursus normal de sa carrière, c'est-à-dire 1. La réhabilitation, 2. La mise à disposition de la République et la nomination et les affectations. Donc, que le président l'ait nommé, l'ait affecté, etc., eh bien, c'est tout à fait une logique constitutionnelle bien établie. Mais pourquoi c'est bien dit exceptionnellement? L'exception vient faire quoi si la grâce présidentielle enlevait la faute? C'est parce que la mention exceptionnelle. C'est parce que l'opinion ne comprendrait pas. Aidez-nous. Tous ces développements alambiqués que je viens de faire. C'est pourquoi on dit, on résume exceptionnellement. Comme le professeur a dit, eh bien, pour le docteur honoris causa, exceptionnellement. C'est pour éviter des explications qui ne sont pas à la portée de tout le monde. L'exceptionnellement, donc l'adverbe de manière. Alors, professeur Omeonga, nous voulons bien que les choses changent. Et j'aimerais bien que vous puissiez me donner la photo de M. Mukwege. C'est important parce que je l'ai suivi encore hier. L'homme est en train de parler. L'homme, il s'est dit, il est candidat de l'espoir, candidat de la jeunesse, candidat pour changer le cours de la République démocratique du Congo. Mais j'ai suivi autant d'acteurs politiques. L'ancien gouverneur, M. Ibert Kabasubabo, il a fait sortie médiatique en expliquant des choses. Pensez-vous d'abord que le régime Tshisekedi se distingue en violation? En violation de quoi? Des droits. Ah Écoutez, je ne sais pas. La première chose, c'est que pour Idi Capen, je ne sais pas pourquoi on doit faire en faire pour cet Idi Capen, parce que tout ailleurs, il y a des vieux généraux qui ont été condamnés, mais qu'on peut rappeler au moment où la situation est dangereuse pour la nation. Les gens ne condamnent pas. On dit que c'était un règlement de compte pour blesser la famille Kabila. Non, de toutes les façons. Non, je voudrais compléter le professeur. Voilà. Cette pratique est millénaire. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Du temps romain, Cincinnatus, qui avait quitté les services publics, etc., eh bien, a été rappelé de son champ pour prendre la direction de l'armée à titre exceptionnel pour chasser les adversaires. Dès qu'il a chassé les ennemis, eh bien, il a repris sa place. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est une pratique ancienne. Merci. Voilà. Bon, c'était que je voulais. La Monseigneur a dit ce que je voulais expliquer, que pourquoi on parle seulement les cas d'Idi Capen alors qu'il y en a autant d'exemples dans le monde entier. Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer ça dans un espace de temps. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit, qui s'appelle monsieur Ibert Kabasubabo. Je le connais peu et je l'ai vu une fois. Je crois que c'est un monsieur qui aime un peu des sorties médiatiques spectaculaires. Il a beaucoup de diplômes. Et avec sa manière d'expliquer, ça fait. Comment il s'appelle? Ibert Kabasubabo. Non, il a une. Je sais pas, il parle il est porteur de scolopie, c'est pas un truc comme ça. Politoscopie. Voilà, bon, je le connais bien. Alors, je voulais dire tout simplement. Est-ce qu'il dit faux? Non, c'est faux parce que est-ce qu'il a connu d'autres régimes avant qu'on arrive dans le régime de Tshisekedi?
Il a connu comment c'est passé. Tous les régimes, on les a critiqués de violations des droits de l'homme. Il était dans le régime Kabila, il était gouverneur. Non, mais il y a d'abord le régime Mobutu, il y a plus de régime de Musée, il y a le régime de Joseph, ou maintenant sur le régime Kabila. Est-ce qu'il a fait des statistiques pour vous montrer que non, tous ces régimes n'ont jamais violé? Ce n'est que le régime de Félix Tshisekedi qui a autant de violations. Ça, c'est des équivations des gens de l'opposition pour nuire à l'image. Mais si on voit actuellement... C'est un éclaireur. Moi, j'étais dans les FCC. J'étais dans les FCC, comme l'ambassadeur Atuno, dans les FCC. Mais il y avait beaucoup d'intouchables. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des choses qu'on ne pouvait pas toucher. Mais aujourd'hui, on les touche. C'est quand même quelque chose à féliciter. C'est quand même quelque chose à montrer. Je ne dis pas que tout a été mauvais dans le FCC, mais il y a des endroits où on ne peut pas toucher. Il y a des choses où on a arraché des parcelles, des spoliations des maisons, mais actuellement, ça a diminué. Moi, je n'ai pas qu'il y ait des comparaisons, c'est parce que vous me les demandez. Mais ce n'est pas un espace où nous sommes venus pour faire des comparaisons, comme il a dit l'ambassadeur. Nous voulons contribuer à ce qui est contribuable, à ce que le régime peut prendre un jour. Non, nous avons dit quelque chose pour faire avancer le pays. Mais je pense que c'est faux ce qu'il a dit. Si vous voulez bien, si peut-être il est ici, vous pouvez nous amener un débat contradictoire. Il est en exil, je veux tenter à l'appeler parce que l'homme défend son pays de là où il est. Monsieur, regarde la photo du chef de l'État, monsieur Alain Atundu, ambassadeur. Scientifiquement, Ibert Kabasubabo a tort ou il a raison. Parce que l'homme ne critique pas seulement des critiques pour critiquer, mais il amène les éléments plus convaincants, prouvant que le régime est à côté. Moi, je voudrais circonscrire ce que vous dites dans le cadre de l'une de ses dernières interventions. Okay. Parce qu'il a dit certainement à l'occasion de la déclaration de Général Numbi. Je suis, en tant que patriote, profondément scandalisé que quelqu'un qui a l'amour de son pays, qui est un adepte de la démocratie, puisse soutenir des propos aussi comminatoires pour la démocratie, des propos terroristes. Ibert Kabasubabo a soutenu des propos terroristes du général Numbi. Okay. Ce sont des propos terroristes. Il ne peut pas, en aucun cas, le soutenir. Eh bien, cette diatribe contre le régime Tshisekedi, à cette occasion, c'est un malheureux déraillement. Il a déraillé. Il faut qu'il se remette sur les rails. On ne peut pour rien au monde accepter qu'un citoyen, aussi général soit-il, puisse menacer la démocratie et la paix si chèrement acquise et que nous continuons à conquérir pour se satisfaire, pour un besoin, un ego politique. Est-ce que le général Numbi a suffisamment d'assises ou d'ancrage dans l'armée pour entraîner un groupe à faire un coup d'État? Question mark. Est-ce que les propos du général Numbi ont rencontré l'adhésion du plus grand nombre? Question mark. Pourquoi lui, qui a été à la base de tout ça, comme il le dit, Ibert Kabasubabo ne l'a pas. Non, je mais John Numbi. C'est pourquoi je dis. Lui-même qui a fait accepter l'actuel président auprès des politiques. Hein. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis je suis scandalisé par le propos. Mais s'il était à la base des deux, mais pourquoi était-il à la base? Pourquoi était-il à la base si moralement, ce n'était pas correct? C'est une question très questionnante. Alors aujourd'hui, il voudrait sortir la tête pour prendre le pouvoir pour le pouvoir, sans respecter la démocratie. Nous sommes en période électorale. Il aurait dû tomber
sa tenue de général et venir dans l'arène démocratique, électorale, se battre comme nous tous. Alors, monsieur... je voulais juste ajouter oui, vous allez ajouter, mais je pose la question. La photo de Nanga, si vous ne croyez pas à ce que Numbi a dit, si vous ne croyez pas à ce qu'Hibert Kabasubabo a dit, que vous violez la Constitution, vous êtes de vrais dictateurs, alors il y a un civil, Corneille Nanga, qui a été interviewé sur France 24 et qui a dit il y avait 3 chefs d'État africains qui étaient là comme des témoins. Nanga les a cités, ils sont vivants. Il a cité le président de l'Afrique du Sud, le président du Kenya et l'autre président. Oui, mais sur ça, je pense que la première chose, c'est que le général Numbi, vous savez qu'il n'a pas de leçons à nous donner sur le plan de la démocratie ici. Numbi n'a pas de leçons? Non, vous savez que Numbi, on peut revenir sur l'affaire Tchébéa, tu connais, non? Oui, affaire Tchébéa. Ok. Donc je ne peux pas, c'est ce qu'on a dit. Bon, il a été cité énormément, mais il n'a jamais été... mais nous avons des témoins qui montrent comment les processus ça a été, comment. Il y a le Minimboye qui témoigne à tout moment. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, mais ce que vous dites, ce n'a pas de leçon, il comprend bien. Et puis deuxième chose, comme il a dit, il était un général respectueux. Je crois que pour l'instant, on ne peut plus tourner en arrière, même s'il fait des déclarations. Mais je parle aussi au régime. On ne peut pas tenir compte de toutes les déclarations des opposants. Il faut, non, on peut tenir, s'il y avait des laboratoires, il était là, les gens de l'ANR, on peut comprendre ça. Mais il ne faut pas les extérioriser sur le plan national comme ce sont des éléments qui pouvaient déstabiliser. Est-ce qu'il en a les moyens, lui, pour l'instant? Si le régime voudrait mettre la main, on le met la main. Bon, ça, on ne peut pas dire à la télé. Vous ne savez pas ça. Même là où il est, Numbi qui mobilise les généraux. Tout un État qui a... Tout un État, parce que moi, j'ai tout un État qui a un levier des renseignements intérieurs et extérieurs ne peut pas s'en passer d'un individu pour l'appréhender. Bon, ça, ce sont des choses que nous ne voulons pas dire ici. Ça, c'est non, pour dire... On peut l'appréhender si on veut bien, mais c'est un citoyen qui doit parler. Deuxième chose, mon ami Nanga? Non, Kabasubabo. Moi, je suis de la diaspora. Nous étions là-bas. Il y a des déclarations qui nous permettent de vivre très bien à l'extérieur. Quand on critique, oui, c'est ça qui fait vivre aussi des gens qui font des déclarations contre les régimes. Donc Kabasubabo, Nanga, non, tous ces gens-là font des déclarations mais vous savez, pour se nourrir. Mais moi, j'étais à l'extérieur. Moi, j'étais président du MNC Lumumba pendant 15 ans en France. Nous avons des déclarations parfois de ces gens qui étaient ici. Bien, lui, il a travaillé ici. Il était gouverneur à Kananga. Il est reparti. Il est trouvé en Europe. En Europe, quand tu dis que moi, je suis opposant maintenant au régime, il y a des dividendes. N'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on ne critique pas, mais on connaît. Et je suis même dans notre union sacrée, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas vraiment tenir compte de toutes ces déclarations. Alors pour Nanga, je ne sais pas, moi je le prenais quelqu'un... Il faut bien le regarder, l'homme ne peut pas mentir, il semble. C'est un homme sérieux. Oui, Nanga c'était quelqu'un, le président d'une institution importante. Il a fait des choses... La CENI. La CENI, mais c'est une institution importante, appui à la démocratie. Je crois que à un moment donné, il voulait être candidat à la présidentielle. Il devait se remettre à ces pots-là. Mais je suis surpris par ces déclarations spectaculaires. C'est pourquoi... Des déclarations spectaculaires. Révélatrices. Bon, je ne sais pas s'il a révélé quelque chose, mais c'est ce que je voulais dire. Malheureusement, ces gens qui n'ont jamais fait la politique, commencer par la base, les partis politiques. Les partis politiques, ça instruit, ça construit, ça forme des acteurs politiques. C'est pourquoi ailleurs on les forme. Mais Nanga, par exemple, quand on veut faire des choses comme ça, il devait avoir des conseillers politiques pour lui montrer ce qu'il lui fait faire. Maintenant, parce que privé, des déclarations inopportunes, il est allé ailleurs, il commence à parler n'importe quoi, et toute la crédibilité qu'on lui donnait, c'est dans l'eau maintenant, même après des générations et des générations. L'homme est en train de laver peut-être sa conscience parce qu'il était rédacteur d'un accord. Mais pourquoi il l'a fait? Mafieux peut-être. Pourquoi il l'a fait? Merci. Pourquoi il l'a fait? C'était l'accord de paix. Non, pour la paix. Pourquoi lui il l'a accepté? Pour la paix. Pour la paix. Et maintenant il la déclare maintenant. Après combien de temps? Merci. Alors, monsieur Ali Atoundou, nous chitons déjà. La CENI a retenu, l'actuelle CENI, la photo de Kadima, a retenu le 24 candidats à la présidentielle de 2023
Mais l'inquiétude maintenant des opposants, c'est que les dossiers transférés à la Cour constitutionnelle. Il semble que là-bas, M. Kamuleta, c'est les bras droits du président Tshisekedi. Et il y a une politique d'invalidation. Vous, l'Union sacrée, vous voulez invalider Matata, Moïse Katumbi, Mukwege et les autres. Est-ce que ce n'est pas des mauvaises pratiques qu'il faut laisser aller aux élections? Si vous êtes fort, vous allez les battre. Il ne faut pas tout politiser. Et nous ne pouvons créer ni l'eau chaude, ni la roue. Cela a déjà été fait. Dans aucun pays au monde, il n'existe un antagonisme entre le président de la République et les institutions judiciaires, dont il est par ailleurs le magistrat suprême. Donc, on laissez Kamuleta. Il est là. Laissez-le faire son travail. Et le principe Napoléon qui guide notre droit, c'est la conviction intime du juge, qui ne va pas toujours dans le sens de la logique de la loi. Vous pensez que Kamuleta n'a pas les mains liées? Ce n'est pas l'homme de Tshisekedi. Il peut bien faire les choses. Laissez les opposants compétir. Mais Chaléa Tundou. Il est lié par son devoir. Il est lié par les règles de droit. Il est lié par la procédure. Il est lié par l'indépendance qu'il doit avoir vis-à-vis du président et vis-à-vis des opposants. Nous tous, nous sommes liés par quelque chose. Donc, ne faisons pas de procès d'intention. Tout à fait. Laissons-le faire son travail, mais il n'est pas de la nature de l'acte d'un juge de plaire à tout le monde. Laissons même les candidats présidents de la République. Les simples délits comme le vol. Quand on aura un jugement, il y a toujours un appel. Pourquoi? Et même en dernier appel, il y a toujours des gens qui sont mécontents. Pourquoi? Parce que, comme disait, je crois, Cicéron, dura lex, c'est de lex. La loi n'est pas faite pour plaire, mais pour être appliquée et assurer le fonctionnement harmonieux des institutions et de la société. Donc si on disqualifie les opposants, ça ne serait pas la première fois, c'est la loi. Vous êtes d'accord? Mais on les disqualifie comment? C'est parce qu'ils n'ont pas rempli certaines conditions. On ne peut pas faire... Parce qu'il y a des dossiers montés pour les discréditer, il semble. Ça, ce sont des procès d'intention. Merci. Je peux être très clair, je peux être direct. Oui. Non. Si la CENI n'avait pas accepté ces dossiers qu'on peut considérer une institution politique, ça comprendrait qu'il y a eu des problèmes politiques là-bas. Mais la CENI a retenu les 24. Maintenant, parmi les 24, nous sommes dans, comme il a dit, il y a une autre institution qui établit, qui contrôle les contentieux, les litiges. Si on voit que l'individu, bien qu'accepté par l'institution politique qui est la CENI, là-bas, technique, et qu'un monsieur a un dossier juridique vis-à-vis de l'État congolais. Comme il y a déjà un monsieur qui a déposé un dossier contre Moïse, il semble qu'il est de l'Union sacrée. S'il vous plaît, ne faut pas. Je vais voir des choses qui sont un peu importantes. Matata a un dossier de Mukangalozi et qui est encore là. Et si vous savez très bien que peut-être les gens ne sont pas reconnaissants, Katumbi, c'est ce qu'il a amené ici. On va vérifier les dossiers pour les problèmes de nationalité. S'il a fait ça, il a fait ça. C'est certain, on finit, même à la CENI, il y a un circuit. On accepte. Et il y a un litigieux, on appelle qui? Il y a quelqu'un qui doit regarder sur le plan juridique si le papier... Il y a la forme et le fond. Et le forme et le fond, voilà. Mais la même chose ici. La CENI a accepté, maintenant il faut qu'on regarde le monsieur s'il a un casier judiciaire clair, qu'on peut aujourd'hui être président de la République. On ne peut pas prendre n'importe... S'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas amener des arguments très simples en disant que non, on peut disqualifier les gens. Non, nous sommes dans un État où il y a des règles, des règlements. Mais si on tire dans les tiroirs, on verra les cadavres. Non, mais aujourd'hui, si on arrête, si aujourd'hui on dit non, Matata, tu as un dossier de Mukangalozi, tu vas dire qu'on l'a disqualifié. Donc, la candidature présidentielle vient couvrir des litiges juridiques ou des abus. Quelqu'un qui a volé, je n'ai pas volé, quelqu'un qui a fait des abus dans notre pays parce qu'il pose sa candidature à la présidentielle, maintenant c'est fini. Donc il peut passer et on oublie.
Merci. Non. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, le mot de la fin. Donc, ceux qui ont déposé leur candidature comme candidat président de la République, c'était une manière de se protéger, de se couvrir, parce que si on les attaque, ils diront que parce que j'étais challenger, voilà pourquoi on m'a arrêté. Que les gens retiennent quoi par rapport à cette émission, à l'émission de genre de regarder la caméra? Déposer une candidature auprès d'une institution appropriée signifie avoir confiance en cette institution, avoir foi en la démocratie. Cette institution procède par 2 étapes. Il y a l'examen formel. Est-ce que telle pièce existe? Est-ce que telle pièce est authentique, etc. Maintenant, l'examen de fond. Est-ce qu'il a la moralité nécessaire? Je parle comme ça, hein, comme l'a dit le professeur. Est-ce qu'il n'y a pas un cadavre dans les placards? Est-ce qu'il n'y a pas un dossier, etc., qui pourrait demain rebondir? On va encore accuser comme l'était. Mais pourquoi il a laissé passer tel alors? Donc, laissons chacun faire son travail, comme on dit, et les vaches seront bien gardées. Hein? La CENI a fait son travail, qui se félicite d'avoir franchi cette étape. La deuxième étape, ils doivent être vigilants pour qu'ils le franchissent aussi victorieusement. Je prendrai un exemple. Pour la députation provinciale, il y avait un seuil de représentativité. Eh bien, certaines plateformes n'ont pas atteint, mais ils ont été éliminés, quelle que soit la personnalité à la tête. Donc, le droit est objectif. Je veux dire, il n'est pas soumis aux aléas ou aux sautes d'humeur des magistrats. La loi les protège et la loi les condamne s'ils n'ont pas respecté la procédure, la transparence et l'équité. Merci. C'était votre mot de la fin, professeur Meonga. On retient quoi? Oui, d'abord, je vous remercie par rapport aux thématiques de la discussion. Je crois que, comme on dit avec l'ambassadeur, on n'a pas fait de polémiques, mais on a fait une contribution. Et cette contribution, je pense que notre spectateur, ce n'était pas parfaite, mais nous avons dit ce qu'on peut dire. Et on peut toujours avoir des critiques et des observations. Nous les accepterons très volontiers. Deuxième chose, je pourrais attirer l'attention du gouvernement actuel sur ce qui se passe à l'Est avec nos amis, nos frères, nos patriotes, Ouazalendo, qu'il faut qu'il y ait une attention particulière à ces situations. Parce que moi, je suis un géopoliticien, il ne faut pas qu'on essaye de courir derrière les événements au lieu d'anticiper les événements. Ça, c'est une deuxième chose. Je crois qu'au niveau de la candidature des présidentielles, je crois qu'on ne peut pas se couvrir par le fait de dépôt des candidatures à la présidentielle et on laisse de côté les faits litigieux ou juridiques. Troisième chose, je pourrais dire tout simplement que pour l'instant, je crois que je profite de l'occasion pour encourager mon aîné à Toundou pour sa députation nationale et j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. On m'a appelé que M. Toundou a fait assez de choses là-bas. Il a acheté des chaises pour le stade. Il est vraiment en communion avec. Troisième chose à faire, sur le plan diplomatique, moi je crois que j'en suis spécialiste là-bas. Il faut qu'on évite de négocier en position de faiblesse. Ça nous dessert beaucoup et je pense que je suis très content que maintenant les gens, par rapport au président qui n'a pas fait la guerre, il fallait déjà réorganiser notre système de défense comme il le fait maintenant, la formation, l'équipement, et que je pense d'ici février ou d'ici décembre, je crois que nous serons à Bunangana. Merci, monsieur Omeonga, professeur Omeonga. Mais pour monsieur Aléa Toundou, ce qui est vrai, j'ai reçu les images déjà de la Mongala, ils m'ont appelé pour me dire que vous êtes très populaire là-bas. On vous a même porté sur Chipoui, donc il y a les images qui circulent. Vous battez la jeunesse là-bas, les vieux est encore là. Ceci n'est possible que grâce à la sérénité démocratique. C'est parce que chacun est libre de s'exprimer et de s'exprimer librement.
Tout à fait. Alors, voilà mon dernier mot de la fin, ma conclusion, c'est qu'il faut encourager le chef d'État à poursuivre sa quête pour la démocratie. Parce que tous ceux qui crient aujourd'hui mais ne sont pas toujours des enfants de cœur. Merci. Donc, l'exercice du pouvoir, c'est en fonction de sa conscience. C'est l'histoire qui va le juger et non... Merci. Merci. Juste un mot, comme son frère, il est à Mongala, il faut qu'il sache que son frère Chou Kitundu est au Sankourou. Ah, ok, Chou Kitundu. Chou Kitundu est au Sankourou, à Lumumba-Ville. Ok. Il est candidat député national là-bas et à Lusambo. Je pense que le professeur Omeunga, qui est leur serviteur, leur souhaite bonne chance et je pense que prochainement, je verrai l'ambassadeur à Tundu et l'honorable Chou Kitundu au Parlement. Au Parlement. Merci. Et je souhaite bonne chance. Merci professeur. Merci professeur Omeunga. Il est secrétaire général de ce grand parti politique PSDV et il est également professeur à l'université, professeur ordinaire. Hein, l'université de Kinshasa, oui. À l'université de Kinshasa. Il a écrit plusieurs livres également. Monsieur l'ambassadeur Aléa Tundu, panafricaniste, président d'un grand parti CDR, membre de l'Union sacrée. Mais quelqu'un m'a dit... Candidat. Candidat.